Bonjour, j'ai un peu perdu ma voix. J'aimerais donc, comme nous sommes dans le cadre de Présage, qui est un programme sur l'enseignement et la recherche, juste fixer un cadrage qui, bien sûr, est très modeste par rapport à la richesse des interventions prochaines. Et surtout pour laisser du temps à la première table ronde. Donc j'aimerais... Excusez-moi, j'essaie de trouver un bon... Donc j'aimerais présenter trois points principaux. D'abord que MeToo a été effectivement, et ça a été dit par la ministre, et ça a été dit par l'idée de corps collectif, par Geneviève Fraisse, MeToo a été révélateur des violences systémiques qui existent, ce qui explique effectivement peut-être les résistances, je ne sais pas si on peut parler de backlash, mais effectivement de résistance, et une pérennité des phénomènes. Ça, c'est mon premier point. Ensuite, que ces tensions, elles ont fait face, en fait, au cloisonnement du droit. Le droit lui-même, c'est de la catégorisation. Donc moi, je vais me placer du point de vue de la juriste. Et cette catégorisation, ces logiques du droit, sont parfois hermétiques et sourdes aux autres disciplines. C'est le propre du droit de se légitimer lui-même. Et donc, n'a pas toujours les outils pour prendre en compte les dimensions structurelles des violences sexistes et sexuelles. Lorsqu'on revient juste au consentement, situation individuelle, il est difficile de passer de l'un à l'autre et pas voir les dynamiques individuelles et collectives qui jouent. Et enfin, ce qui est bien, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est l'espace de réflexion de cette collaboration entre Présage et la Fondation des femmes, c'est que justement on décloisonne le débat pluridisciplinaire et international. Ça c'est très important parce qu'il y a une impulsion internationale forte au niveau européen qui peut servir notamment, et la Fondation des femmes le sait, la stratégie contentieuse, parce que c'est important qu'on sente qu'il y a des pressions qui peuvent être collectives et individuelles, et nourrir des réformes législatives concrètes et des pistes de meilleure prévention des violences sexuelles et sexistes. Donc, premier point, le révélateur des violences systémiques. Il y a 5 ans, donc, le mouvement MeToo a eu, bien sûr, un impact international et transversal sur toutes les sphères. Et quand on regarde les jurisprudences, c'est impressionnant. Emploi, éducation, politique, santé, et en raison de cette dimension numérique qui n'a pas passé par le droit, toujours. Il a enclenché une prise de conscience de l'ampleur du phénomène systémique de ces violences et l'a rendu visible à travers finalement une plateforme, cette plateforme virtuelle pour la parole. Et c'était des femmes en majorité. Là aussi, on ne néglige pas d'autres groupes, mais des femmes. En France, donc, ce mouvement a permis l'impulsion du gouvernement, on le voit aujourd'hui, d'ancrer donc un point qui fait partie de l'égalité femmes-hommes. Il fallait créer une cause nationale, mener des plans d'action, faire suivre cela par des évolutions législatives, des actions sur le terrain. Madame la ministre l'a expliqué très bien. Qui ont donné vraiment tout d'un coup l'impression qu'on avait un combat beaucoup plus transversal pour prévenir, traiter ces violences sur le plan individuel et institutionnel et sanctionner efficacement les auteurs. Et pourtant, on voit que les chiffres sont encore plutôt négatifs. Si on prend les chiffres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui l'ont dit, et sa présidente sera là, avec une hausse des violences sexuelles, je ne reviens pas sur les chiffres, et peu de plaintes déposées, et des plaintes classées sans suite, avec peu de condamnations pénales pour viol. Donc, et puis on sait souvent des agressions qui sont perpétrées par des gens qu'on connaît. Et donc cet élément-là est primordial. Mais aussi sur le plan du harcèlement sexuel. Au travail, de 2017 à 2019, il y a une étude réalisée par l'Organisation internationale du travail qui montre que sur 4,5 millions de salariés français, elle a révélé que 52% des femmes ont été victimes de harcèlement
sexuelles au travail. Donc ce colloque permet, du point de vue scientifique, d'échanger, faire un bilan de ces défis, des insuffisances dans la mise en œuvre du droit, même si on parlera bien sûr de la déconstruction du droit, pour que cet espace de visibilité qu'a offert MeToo ne soit pas suivi. Et je pense que quand même, il y a aussi cette lumière qu'offre ce colloque, ne sera pas suivi d'un découragement des victimes de s'exprimer, de saisir des instances de justice, car il y a un risque quand même de s'exposer. Et je pense que c'est ça aussi le tournant de MeToo, c'est évaluer ce risque aujourd'hui. En effet, après MeToo, ont surgi beaucoup de résistances, notamment des actions en diffamation, ça c'est juridique. Donc bien sûr, on peut parler de backlash, retour de bâton, mais il y a quand même des défenses, globalement, qui se traduisent en droit et qui ont varié selon les pays et, bien sûr, selon les secteurs professionnels. C'est un bilan qui permet aussi de revenir à la fois sur les non-dits. Je crois qu'aujourd'hui, on va parler de choses qu'on n'évoque pas toujours. Et l'inaction. L'inaction, c'est une forme de discrimination systémique. Les femmes, les hommes qui n'ont pas pu ou pas voulu saisir cette occasion de libération ont été de prise de parole, comme l'a dit Geneviève Fraisse, pour des raisons économiques et des raisons sociales. Et donc le colloque est un espace pour faire ce bilan, réfléchir aux droits et aux moyens logistiques, on en a parlé, la formation et les moyens financiers face à la complexité du problème. Deuxièmement, les tensions qu'on voit notamment entre le droit et les autres disciplines, ou en tout cas les rapprochements que ce colloque permet de faire et qu'on fait à Sciences Po, puisqu'il y a beaucoup de déconstruction des normes, et la dimension structurelle des violences sexistes et sexuelles. Cela fait donc depuis un certain temps, bien avant MeToo, qu'on voit qu'il y a beaucoup d'études. Il ne faut pas penser que c'est juste là. Il y a eu, parmi les gens ici présents et les intervenantes, beaucoup d'études un peu juridiques, plutôt historiques, sociologiques, médicales, philosophiques et en sciences politiques qui se sont intéressées à ces rapports entre les femmes et la justice, au consentement, au viol, sur les agressions sexuelles en France et le harcèlement sexiste et sexuel et ses conséquences. Et même en droit, il y a eu cet ouvrage en 2014 sur la loi et le genre, et on voit des vraies réflexions justement sur la nécessité de changer les définitions, l'article qui reprend la nouvelle définition du harcèlement sexuel en 2012 qui est toujours pas satisfaisante, mais aussi une réflexion dans l'enseignement supérieur. Globalement, ce qu'on en retire, c'est effectivement que le problème dans l'appréhension du terrain, c'est que ça touche effectivement la vie privée souvent, que ça touche le pouvoir et que, en tout cas en droit, c'est une vision apparemment neutre du droit pénal ou des risques, par exemple, psychosociaux au travail, sur le plan du genre. Et c'est ça le problème. C'est une espèce d'effacement de la spécificité de cette question des violences qui affecte de façon disproportionnée les femmes, et on aura l'occasion de le dire, c'est en fait une discrimination indirecte. Et après MeToo, finalement, on voit l'influence stratégique des actions féministes croissantes, et grâce aux associations, et grâce à la Fondation des femmes qui savait fédérer cela et le rendre visible, mais des difficultés de beaucoup d'avocates qui se trouvaient assez isolées à faire ça de façon seule, de lutter seule, sans toujours être entendues ou sans toujours avec des moyens, et c'est pour ça que la force juridique est tellement importante. Mais il y a des limites de la recherche, et c'est pour ça que j'en parle, qui proviennent donc de ces dimensions structurelles du phénomène des violences sexuelles et sexistes. Les études empiriques manquent souvent de statistiques fiables. Les analyses juridiques ne saisissent pas toute la portée parce qu'il y a des champs en droit privé, il y a des champs en droit public, et je veux vraiment le dire, on ne l'a pas encore dit, il y a une dimension intersectionnelle des violences sexistes et sexuelles qui sont visées par l'Europe, et on en parlera avec la Convention d'Istanbul et puis la nouvelle directive qui permet de dire est-ce qu'on ne doit pas aussi cibler les personnes les plus désavantagées. Donc, ce qui manque, ce sont aussi les études de terrain sur la base d'entretien qui vont plus en détail sur les dispositifs de détection et de traitement des violences sexistes et sexuelles,
et tiennent compte du droit et des procédures, mais aussi de la prise en charge variable des victimes et des défis posés aux acteurs et actrices du système judiciaire qui eux-mêmes ont des difficultés. C'est sûrement difficile. Et j'ai une étudiante, effectivement, qui parlera tout à l'heure, enfin maintenant qui est diplômée de l'école de droit, qui a fait une étude sur le terrain en interrogeant les acteurs sur les causes et les effets systémiques des violences sexuelles et sexistes, Maëlys Deréménil. Et donc je termine en disant effectivement, on a besoin de l'étude d'impact des différentes normes et évolutions législatives depuis MeToo, et leur conformité aux normes européennes avec des comparaisons internationales, et c'est ce que va faire cette journée aussi. Enfin, et je veux finir là-dessus, c'est un espace de réflexion par la collaboration entre Présage et la Fondation des femmes. C'est une vision décloisonnée du débat, pluridisciplinaire et international, et c'est une vision pragmatique. Souvent, on a des colloques où finalement on est tellement alarmiste et plutôt négatif, on n'est pas éventuellement sur les solutions possibles, sur les réformes législatives concrètes, sur les pistes de prévention. En fait, ce colloque permet d'inviter historiennes, philosophes, politistes, sociologues et juristes, mais aussi, grâce aux efforts de ralliement de la Fondation des femmes, le débat s'ouvre aux acteurs de terrain du monde judiciaire et politique, des membres actuels et passés du gouvernement, les avocats, les magistrats, et qui donne la place à la société civile, qui oriente en fait, qui contribue à fabriquer le droit et porter cette voix des victimes. Donc les 3 tables rondes sont riches et diversifiées. La première, elle est sur globalement la mobilisation sur ces sujets à travers le temps, parce que bien sûr, comme l'a expliqué Geneviève Fraisse, il faut voir ça dans un cadre généalogique très important. Et en même temps, ça peut être l'histoire contemporaine. C'est la table ronde 1. L'influence de MeToo dans toutes les sphères, emploi, politique, enseignement supérieur et espace privé, et à travers le monde, permet aussi de réfléchir aux résistances en raison des facteurs culturels, professionnels et politiques, et aussi le discours sur la liberté sexuelle. On n'en parle pas toujours. On a parlé du contrat sexuel, mais c'est souvent mis en avant comme une des narrations qui permet de masquer les enjeux des violences sexistes et sexuelles. La table ronde 2 en parlera. Enfin, il s'agira de façon plus pragmatique de s'interroger à la suite à donner, la table ronde 3, quelles sont les recommandations de la défenseure des droits du Haut Conseil à l'égalité sur les éclairages de réformes législatives possibles à glaner aussi dans différents pays, notamment en Espagne, et au moment où on a adopté une loi sur la santé au travail, la loi du 2 août 2021, qui voit ça comme un risque professionnel, qui est néfaste pour tout le monde, comme on l'a dit. Les violences sont néfastes pour l'ensemble des communautés de travail, d'éducation, les communautés politiques. Et donc, le colloque permet une fertilisation croisée des savoirs, d'expériences concrètes et de critiques, précieuses pour comprendre quelles sont les perspectives d'évolution durable 5 ans après MeToo. Donc, les discussions, c'est très important et on en parlera en fait dans la 3e table ronde, s'inscrivent dans le cadre européen. La Convention d'Istanbul, très importante, ratifiée en 2014 par la France, mais aussi la proposition de directive sur la violence du 8 mars 2022, qui parle des violences sexistes et sexuelles et qui dit clairement qu'elle affecte particulièrement les femmes, et donc qui donne, à minima, mais des signaux forts pour permettre au pays d'aller dans le sens de réformes plus transversales sur l'accompagnement des victimes, l'accès aux droits et l'évolution adaptée des normes de prévention et de sanctions, notamment, et l'Europe y tient beaucoup, pour les femmes les plus désavantagées, les femmes migrantes aussi, les réfugiés. Donc voilà, merci encore. Nos intervenants magistrats, avocats, chercheurs en sciences sociales et juridiques seront le mieux à même de qualifier et contextualiser surtout ces combats qui ont été menés en France, les avancées relatives, donc on va rester positif, et les défis qui demeurent à la fois dans la mise en œuvre du droit et pour garantir
la pleine prise de parole, je ne dirais pas libération, et reconnaissance de la parole des femmes. Merci. Merci beaucoup Marie. Mercadebrin, on va commencer avec la première table ronde. Donc, j'appelle Elena Alviar Garcia et Ayelen Herrera, sa traductrice, à nous rejoindre, Catherine Lemaguerès, Françoise Pic et Zoé Royaux. Ici? La personne qui traduit. C'est bien. On a des références, quand même. Pas y aller comme ça, on entend. Est-ce que vous pouvez vous décaler un tout petit peu? Non, on peut pas. Bon, maintenant, dans quel sens? C'est pas grave. On annule la table ronde. Ah non, c'était pas la chaise, c'était là. Et maintenant, c'est pas ça. Comme tu veux. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Floriane Vold, je suis la directrice des affaires publiques et juridiques de la Fondation des femmes. Je suis très heureuse d'animer cette première table ronde du colloque qui s'intitule « Dans la rue, dans les universités ou les prétoires, le long combat des féministes pour les droits des femmes ». Juste avant de commencer, tout au long du colloque, on pourra aborder parfois des faits de violence sexistes et sexuelles. Donc le cas échéant, si ceux-ci vous mettent mal à l'aise, n'hésitez pas à sortir de la salle le temps que l'intervention se termine. J'accueille pour cette table ronde la professeure Elena Alviar Garcia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'école de droit de Sciences Po, vous êtes colombienne, titulaire d'un doctorat en sciences juridiques de l'université d'Harvard et avocate diplômée de l'université des Andes à Bogota en Colombie. Vous avez occupé le poste de doyenne de la faculté de droit de l'université des Andes où vous occupiez un poste de professeur permanent chargé de cours sur la propriété en droit public, en théorie juridique et théorie féministe. Vous êtes aussi une experte en matière de droit et de développement, de droit de la propriété, droits sociaux et économiques, féminisme et de justice transitionnelle. Madame Alviar Garcia s'exprimera en espagnol et on est très heureuse j'accueille avec elle donc Ayelen Herrera qui est une bénévole de la Fondation des femmes qui a accepté gracieusement de la traduire. Donc, merci beaucoup et bonjour. J'accueille aussi donc Catherine Lemaguerès, bonjour. Vous êtes juriste et doctoresse en droit, ancienne présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l'AVFT. Vous êtes chercheuse associée auprès de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne à Paris 1. Vous travaillez sur la critique féministe du droit et notamment du droit pénal et vous avez publié récemment Les pièges du consentement pour une redéfinition pénale du consentement sexuel. À vos côtés, Françoise Pic, bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez participé au mouvement de libération des femmes et au développement des études féministes depuis les années 70. Vous êtes aujourd'hui coprésidente de l'Association nationale des études féministes, l'ANEF, et vos travaux portent sur l'histoire et l'actualité du féminisme. Vous avez notamment publié Libération des femmes, 40 ans de mouvement aux éditions Dialogue. Et enfin, avec nous, Zoé Royaux. Bonjour Zoé. Zoé est avocate pénaliste, ancienne secrétaire de la conférence, elle est porte-parole de la Fondation des femmes et Zoé est une de nos membres très actifs de la force juridique. Donc notre réseau d'avocats et d'avocates au service et de professionnels du droit au service des avocats. Commençons sans plus attendre. Donc, sur cette table ronde, nous allons vraiment interroger les mouvements et les tensions entre les mouvements féministes et le droit.
Ma première question s'adressera donc à Catherine Lemaguerès, puisque c'est vrai que très schématiquement, on pourrait se dire que le féminisme, c'est aussi la conquête d'une liberté, alors que le droit et la justice véhiculent une idée d'ordre. Comment ces tensions organisent, comment ces rapports se font. Et avant toute chose, pour commencer ce colloque, est-ce que le droit et la justice, Catherine Lemaguerès, sont-ils des outils du patriarcat ? Est-ce qu'on peut compter sur le droit, finalement, pour faire avancer les droits des femmes ? Oui et oui. Pour préparer cette intervention, bonjour à toutes et à tous, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un livre que j'avais désespérément cherché, d'Odile d'Avernas, qui est une avocate féministe, qui s'appelle « Droits des femmes, pouvoir des hommes ». Tout est dans le titre, et je vous invite à lire ce livre qui propose une critique féministe du droit absolument fabuleuse et malheureusement toujours d'actualité. Donc, est-ce que la loi et le droit est un outil patriarcal ? Évidemment. Elle déconstruit, alors son livre, je crois qu'il a été publié dans la fin des années 70, déconstruit complètement le droit civil. C'est une critique de la façon dont Napoléon, notamment, avait organisé, via le Code civil, la mise sous tutelle des femmes. Ceci dit, sa déconstruction vaut pour l'ensemble des champs du droit. Moi, je travaille plus sur le droit pénal. Et on voit que la conceptualisation du droit, notamment tout le volet sur les violences sexuelles, sert encore, garantit un droit d'accès des hommes, puisque structurellement, statistiquement, ce sont les hommes qui sont les agresseurs, et les femmes et les enfants, filles et garçons, quand il s'agit de mineurs, qui sont victimes. Donc ce droit pénal garantit le droit des hommes d'accès au corps des femmes. Ce droit, il commence à être limité. On voit à travers la loi de 2016 posant que la prostitution est nécessairement une violence puisque les clients sont passibles d'une amende seulement, mais que ce ne sont plus les personnes prostituées qui sont poursuivies, comme ça l'était le cas avant la loi de 2016, que ce droit est un petit peu restreint. On n'a plus le droit d'acheter l'usage du corps de quelqu'un. Donc là, le droit sert un objectif de dépossession du droit, pour reprendre le terme de Geneviève Fraisse tout à l'heure. Mais pour le reste, et notamment sur la définition du viol, par exemple, le fait qu'il faille prouver nécessairement, pour les violences sexuelles, qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise, c'est dans la définition du viol, et que si on n'arrive pas à prouver ça, il n'y a pas viol, et que si on prouve simplement qu'il y a refus des femmes, il n'y a pas viol, parce qu'on n'a pas prouvé violence, contrainte, menace et surprise, c'est bien le signe que reste le droit d'accès aux femmes, et que ce droit est conçu comme... ce droit va être restreint si on prouve qu'il y a eu un abus, et l'abus est caractérisé par ce recours à la violence, contrainte, menace, surprise. Je ne sais pas si je suis claire. Et donc, oui, c'est un outil, et oui, c'est aussi un moyen, c'est Odile d'Avernas qui disait c'est un terrain de lutte et c'est un enjeu. On sait que le droit peut être patriarcal, mais on sait aussi que la loi peut permettre de lutter contre l'asservissement, et qu'une mauvaise loi, à coup sûr, nous a servi. Quand une bonne loi, elle est à négocier, on ne l'a pas encore complètement rédigée, je pense qu'il faut reprendre complètement, mais ce sera le sujet de la dernière table ronde. Il faut reprendre complètement le volet sur les violences sexuelles contre les majeurs et les mineurs et le reprendre dans des conditions de travail et de réflexion que nous n'avons jamais réussi à poser et à obtenir depuis les années 70. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Françoise Pic. Vous avez justement étudié ces mouvements féministes dans l'histoire et le moment des années 70 qu'évoquait Catherine Lemaguerès, où celle-ci décide de se saisir de cette justice patriarcale. Est-ce que vous pouvez en parler ? Donc je me centre sur ce moment particulier dans lequel le mouvement de libération des femmes décide de saisir la justice sur les questions du viol. Et à ce moment-là, il va y avoir des contre-coups importants, et ce qui est intéressant aussi par rapport aux comparaisons qu'on peut avoir avec la situation actuelle. Donc, je précise que le mouvement de libération des femmes, dans son rapport au droit ou à la justice, il y a deux grands moments.
Il y a le moment d'abord 70-75 où la question principale est celle de l'avortement. Et dans cette période-là, l'action par rapport au droit, c'est le refus du droit, la contestation, les actions qu'on peut caractériser comme provocation à l'égard du droit, mais aussi d'ailleurs d'utilisation du droit, puisqu'on a aussi le procès de Bobigny qui va dans ce sens-là. Mais dans cette période-là, le mouvement de libération des femmes a un soutien de plus en plus important. Hein, si on suit les journaux, etc. Et on arrive aux années en 75 où vraiment il y a un soutien très général de l'action du MLF. Et puis après donc le vote de la loi Veil, et on a donc un deuxième moment, 75, 78, 80, on peut dire, où le thème principal est celui du viol. Et à ce moment-là, changement de stratégie totale, puisque les féministes décident d'en appeler à la justice et de prendre le tribunal comme tribune. Et alors là, ça ne se passe plus du tout de la même façon. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de préciser un peu comment... Enfin, c'est des choses qui sont quand même très connues, hein, le procès du viol d'Aix-en-Provence, où Gisèle Halimi demande au tribunal... Enfin, l'habitude était que, même si dans la loi, le viol est un crime, dans la réalité, l'habitude était de correctionnaliser en faisant atteinte sexuelle, ou enfin voilà. Et alors, c'était pas le droit. Donc, à partir du moment où la partie civile dit au tribunal, vous n'êtes pas compétent, il est bien obligé de dire qu'effectivement, selon la loi, il n'est pas compétent. Donc, cette stratégie-là, initiée en 76-78, le procès d'Aix est le premier d'une longue série. Systématiquement, chaque fois qu'il y a des procès qui vont être correctionnalisés, les féministes vont devant le palais, etc. Et systématiquement, évidemment, les tribunaux se déclarent incompétents et donc ça va être envoyé en cour d'assises. Alors, est-ce que ça pose un problème que ce soit renvoyé en cour d'assises, parce que tout de même, les féministes, vu leur passé, etc., ne sont pas forcément favorables à une justice qui est quand même considérée comme justice de classe, justice bourgeoise et patriarcale. Donc il y a une contradiction qui n'est pas toujours simple à tenir. Mais alors pourquoi ? Quel intérêt d'en appeler de mettre ça au niveau de la cour d'assises. Donc ça donne une dimension publique beaucoup plus importante. Mais là, il s'agit de démontrer que de s'attaquer non pas à telle ou telle personne, violeur, méchant, criminel, mais de faire le procès du viol en tant que système général de la société. C'est la société qui est responsable du viol, avec les publicités sexistes, la pornographie, etc. Et voilà. Donc c'est de poser le viol comme un crime collectif de la société et non pas un crime individuel des personnes individuellement. Alors, j'en suis, je passe... juste, comme je ne vais quand même pas lire tout ce que j'avais prévu, je voudrais juste donner une citation du manifeste contre le viol qui est signé en 1976 et qui donne cette définition du viol. Le viol est l'expression de la violence permanente faite aux femmes par une société patriarcale. C'est l'acte physique et culturel sur lequel est fondée la société patriarcale. Le viol n'est pas un destin, nous en avons assez d'être violés et d'avoir peur de l'être. Quand une femme dit non, ce n'est pas oui, c'est non. Nous refusons qu'une femme victime d'un viol soit transformée en accusée. Donc effectivement, ce changement de stratégie
des féministes n'est pas bien considérée. Enfin, on a des réactions très violentes de la part de ceux qui étaient nos alliés dans la lutte pour l'avortement. Donc je vais juste citer... Bon, il y a un truc quand même important, c'est la manifestation du 1er mai 1976, où les féministes qui arrivaient avec des banderoles, ras-le-viol, viol de nuit, terre des hommes et autres, ont été physiquement attaqués, molestés par le service d'ordre de la CGT. Mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. Quand je dis ceux qui étaient nos alliés à l'époque, l'alliance avec la CGT n'était pas très proche. Mais si on prend par exemple, je vous citer Serge July, donc directeur de Libération, qui dénonce les féministes qui sont en train de constituer les embryons de nouvelles ligues morales sous le couvert de la dénonciation du sexisme. Donc on voit bien des choses qu'on peut quand même reconnaître sur les choses actuelles. Et donc les féministes, je donne encore une citation, c'est dans Le sexisme ordinaire, en attaquant le viol et les violeurs, nous avons soudé sans le savoir, sans le vouloir, le bloc du patriarcat mâle, sans distinction d'âge, de nationalité, de pratiques sexuelles. Alors celles qui sont en première ligne par rapport aux attaques, ce sont les avocates qui défendent donc, qui sont parties civiles dans les affaires de viol. Nos avocates, c'est beaucoup à l'époque Monique Antoine, donc Monique Antoine qui est une personnalité très importante pour le féminisme, puisque c'est elle qui a créé le MLAC et qui a donc été dans la lutte pour l'avortement aux premières loges, hein, et antérieurement dans comment elle a milité contre la guerre d'Algérie, donc elle est proche, donc Monique Antoine, Colette Auger, Gisèle Halimi, qui aujourd'hui on ne retient qu'elle, mais pour notre histoire à nous, c'est vraiment pas la plus importante. Et donc elles ont été attaquées de façon très, très importante par leurs confrères, ceux qui étaient les plus proches. Et le résultat, en plus, elles ont essayé de ruser avec la justice, particulièrement en ne demandant pas la prison pour les violeurs, mais des amendes, hein, n'ont pas du tout réussi. Résultat, c'est évidemment que les cours d'assises n'ont pas voulu du tout entendre la parole féministe selon laquelle le viol est un problème collectif, c'est la société, mais c'est bien les violeurs individuels qui vont écoper, et écoper d'autant plus que leur position sociale est moins assurée. Donc on a, est-ce que c'est les chiffres ? Donc la cour d'assises de Beauvais, en février 1978, condamne un immigré à 20 ans de prison. La cour d'assises de l'Isère, c'est 25 ans. Donc, il s'agit là vraiment des gens les moins bien considérés dans la société. Donc cette idée d'une justice de classe et raciste est tout à fait corroborée par ces résultats-là. Alors les avocates face à ça et les féministes face à ça, que faire quand on est confronté à cette contradiction-là? Alors par exemple, Monique Antoine, pour elle c'est un coup terrible, elle dit « Moi, je ne serai plus partie civile dans une affaire de viol contre un immigré ». Gisèle Halimi, elle, n'a pas d'état d'âme, elle dit « C'est pas nous qui faisons la loi, c'est pas nous qui jugeons, donc on n'a pas à se sentir coupable. Et d'ailleurs, la prison, peut-être que la prison pour viol, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, parce que
ça oblige peut-être à se rendre compte que non, c'est pas de la rigolade, que c'est pas quelque chose d'inhérent à la condition féminine et un droit des hommes de possession. Hein. Ce qu'a dit Geneviève Fraisse, je pense, c'est très important cette distinction entre propriété et possession. Je crois, le viol, c'est effectivement le cas dans lequel l'ensemble des hommes peut estimer qu'il a le droit à la possession de toutes les femmes, sauf celles qui sont propriété privée d'un autre. Et ça, on a ça beaucoup. On a des réflexions absolument folles sur les femmes qui ne sont pas propriété d'un homme appartiennent à tous les hommes. Voilà. Donc, je pense que j'ai peut-être parlé un peu trop, donc je vais m'arrêter. Je vais revenir après. Hein. Donc, on peut dire que l'action des féministes a été instrumentalisée par la politique sécuritaire. Donc, nous sommes devant une contradiction difficile à vivre. N'empêche qu'il faut bien voir ce qui a progressé. D'une part, ça a fait sortir de l'ombre une réalité occultée. Le viol est devenu une question sociale. Il y a des livres, des films, des émissions de télévision, il y a les dossiers de l'écran. Donc tout ça, c'est quand même une innovation importante. Les politiques s'emparent de la question avec une proposition de loi et le vote en avril 80 d'une nouvelle loi sur le viol qui pose une définition du viol, ce qui n'existait pas préalablement. Donc même si cette définition aujourd'hui peut nous paraître insuffisante, c'est quand même un progrès puisqu'elle définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. Bon, donc on pourra parler des limitations de cette définition. Enfin voilà, c'était un progrès à l'époque. Le nombre de plaintes pour viol est multiplié, ce qui ne veut pas dire qu'il y a plus de viols. Mais l'attitude est différente et les femmes, d'une part, ne sont plus humiliées, honteuses, se cachant. Elles revendiquent davantage leur droit à la libre circulation. Les violeurs sont moins sûrs de leurs bons droits et l'accueil est amélioré dans les commissariats et dans les tribunaux. Voilà donc le côté positif. Mais on peut quand même se demander si 40 ans plus tard, on n'en est pas revenu à la case départ, puisque ce qui a pu être dénoncé à ce moment-là n'a pas énormément changé. Oui, c'est vrai que c'est des combats et des questions qui résonnent énormément aujourd'hui encore, et beaucoup, mais malheureusement. Je me retourne encore vers Catherine Lemagueresse sur justement, si on tire aujourd'hui le bilan de ces mobilisations féministes, quelles évolutions juridiques pour les droits des femmes ont permis les féministes et vous qui avez été présidente de l'AVFT, est-ce qu'on peut dire que les féministes font du droit différemment ? Bon, peut-être d'abord les mobilisations. Depuis, donc c'est vrai que, comme disait Françoise Pic, les années 80 aboutissent à une nouvelle définition du viol, mais depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions législatives permises par ces mouvements féministes. Est-ce que vous souhaitez revenir ? Sur la loi de 80, peut-être du 23 décembre 80, je suis moins positive que toi sur cette loi. Je pense qu'effectivement, elle a permis une définition légale du viol, c'est-à-dire légale inscrite dans la loi, là où on avait jusqu'à présent une définition jurisprudentielle du viol. Mais les éléments dont je parlais tout à l'heure de violence, de contrainte et de surprise viennent de la jurisprudence du 19e siècle, en fait. Donc ça a été intégré dans la loi en 1980, mais c'est le fruit de cette construction jurisprudentielle sur tout le 19e siècle. Quand on dit tout le 19e siècle, ça ne sent pas très bon pour les droits des femmes, parce que le 19e siècle, ce n'est pas exactement affiché comme précurseur en la matière. Donc on a en fait figé une conception du droit à travers cette loi. Ce qui a été très positif avec les lois, c'est que ça a permis, par exemple, la répression du viol conjugal, puisqu'avant c'était le coït illicite, qui dit illicite, dit évidemment pas dans les rapports de mariage, puisque le mariage a pour but la procréation, etc. Donc depuis 1980, le viol conjugal est répréhensible. Ça a pris encore une bonne dizaine d'années pour que la Cour de cassation se prononce sur cette possibilité. Quand on lit les débats parlementaires au moment de la loi de 1980, les sénateurs
s'offusque du fait, de la simple éventualité qu'un mari puisse se retrouver devant un tribunal pour un viol. Il dit non, mais c'est pas possible, on va pas mettre l'épouse récalcitrante, sikh, va pas pouvoir déposer plainte contre son mari. Et c'est la représentante du gouvernement français qui dit écoutez, vu ce qu'on est en train de voter, il semblerait que ce serait possible. Et bon, la suite lui a donné raison. Je crois que ce que les féministes ont gagné, c'est très clairement la loi sur le harcèlement sexuel. Si je continue. Alors peut-être dans l'ordre, 1989, l'allongement de la prescription, grâce au combat de Claudine du collectif féministe contre le viol, qui a été victime d'inceste et qui était prescrite quand elle a voulu dénoncer. Donc ça a été le premier allongement de la prescription qui était très important. Ensuite, 1992, c'est l'adoption du nouveau code pénal et c'est donc la loi pour laquelle la VFT s'est battue. Elle s'est constituée avec Marie-Victoire Louis qui en est à l'origine, avec Yvette Fuyet qui était une députée européenne, c'est intéressant, et une femme qui était victime de harcèlement sexuel à Bercy. Et quand elle a voulu dénoncer, il n'y avait pas de loi qui permettait de dénoncer cette réalité. Et donc, à L3, elles ont créé la VFT en 1985. Et elles se sont battues. Finalement, ça a été assez rapide, puisqu'en 7 ans, elles ont obtenu le vote de cette loi. Je précise que c'est quand même intéressant. Le nouveau code pénal, c'était un projet qui était dans les tuyaux depuis une bonne dizaine d'années. Il y a eu plein de commissions qui ont réfléchi pendant très longtemps sur ce que devait être le code pénal. Il n'était pas du tout question du harcèlement sexuel. Il est arrivé très 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 tard dans le processus des réflexions de ce que devait être notre code pénal, qui était présenté comme le nouvel outil de protection des droits fondamentaux des personnes, mais manifestement le droit fondamental de travailler sans être exposé à des violences sexuelles sur le lieu du travail n'en était pas un. Donc ça a été une loi qui a été arrachée, qui a été, comme dans toute négociation politico-juridique, très revue à la baisse par rapport aux demandes de la VFT. Et donc, dès qu'elle a été votée, la VFT a eu, c'est intéressant sur un plan féministe, à la fois un aspect très critique de cette loi, en disant c'est pas ce que nous avons demandé et on va continuer à se battre pour que la loi arrive à la hauteur de nos demandes, tout en s'appuyant sur une application du droit. Et moi, je suis arrivée à la VFT en 1995, juriste frais et moulu de l'Université Paris X Nanterre, et donc très naïve, en tous les cas pas du tout formée à la critique féministe du droit, qu'on n'enseignait pas et qu'on continue à très peu enseigner d'ailleurs. Et je me suis dit, évidemment qu'il faut se saisir du droit, et il faut, j'étais pleine d'allant, il faut se constituer partie civile systématiquement dans tous les procès. Et puis, au fur et à mesure que j'accompagnais des personnes victimes, et je me disais, mais pourquoi le droit ne marche pas ? Pourquoi est-ce que à chaque fois c'est une telle lutte, alors que pour moi, c'est évident que si on avait été victime, on était reconnu, parce que c'est ce qu'on m'avait appris à la fac. Donc ça a été une très très forte déception, et c'est à la VFT que j'ai découvert la critique féministe du droit, notamment grâce à Marie-Victoire, mais à Odile Davernas, à Sylvie Cromer, à beaucoup de femmes qui réfléchissaient sur comment le droit était un outil patriarcal et comment on pouvait s'en saisir de l'intérieur pour le transformer. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est vrai que peut-être par ma naïveté, j'ai permis aussi de pousser la VFT dans le droit plus qu'elle l'avait prévu de le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, la trajectoire de la VFT montre bien que c'était un pari utile pour les femmes et pour la transformation du droit, puisque cette transformation, nous l'avons obtenue à différents moments, en 1998, évidemment en 2012, avec l'abrogation par le Conseil constitutionnel du délit de harcèlement sexuel, ce que nous avions anticipé, ce que nous avions dénoncé depuis toujours, parce que je me souviens à chaque colloque où il y avait des ministres, interpeller la ministre en lui disant « mais attention, nous sommes en violation du principe de l'égalité, etc. » Et là, je veux saluer Madame Taubira, puisque Madame Taubira a eu la très grande intelligence politique et humaine de travailler avec la VFT au moment de la reconceptualisation du harcèlement sexuel. Et finalement, c'est assez ironique que ce délit a été annulé par un homme qui considérait, condamné pour harcèlement sexuel, qui considérait qu'il n'avait pas très bien compris ce que c'était que le harcèlement sexuel, parce que la loi n'était pas claire,
et que donc grâce à lui, nous avons eu une loi beaucoup plus claire. Et la petite histoire, c'est que en fait, il aurait dû être poursuivi pour agression sexuelle parce qu'il y avait une disqualification, toujours la tendance générale à considérer que ce que les femmes dénoncent, c'est moins grave en vrai, et donc on va passer d'un viol à une agression sexuelle à harcèlement sexuel, et aujourd'hui un harcèlement sexuel à un outrage sexiste, qui n'est plus qu'une contravention, et que cet homme a été donc condamné finalement pour agression sexuelle, donc plus gravement que ce qu'il avait été pour harcèlement sexuel. L'arroseur arrosé. Dans les combats aussi qui ont été menés à la VFT, et qui est peut-être une de mes plus grandes fiertés, c'est le fait qu'on ait réussi à changer la définition de la dénonciation calomnieuse aussi, de façon à ce que ce soit moins une arme de représailles dans les mains des agresseurs. Et ce combat-là que j'ai mené notamment avec Christophe Petitti, qui nous a permis d'obtenir, donc avocat, qui nous a permis d'obtenir la condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'on avait été condamné, le changement de la loi sur la dénonciation calomnieuse, ça je pourrais passer 1 heure dessus, donc je vais arrêter. Mais c'est pour montrer que quand même, quand on se saisit des armes du droit, et notamment du droit international et du droit européen, on obtient des modifications qui sont valables pour les femmes et les hommes dans leur entier. Merci beaucoup. Je pense que sur la VFT, c'était assez clair sur justement ce que les féministes apportent au droit quand elles se saisissent en tant qu'association de ces outils. Attends, juste un truc. Non, parce que du coup, je pense aussi aux victimes qui saisissent la VFT et qui ont ce grand courage de dévoiler, de s'exposer, parce que se lancer dans une procédure judiciaire, c'est vraiment une exposition. Et pourquoi je dis ça? Parce que hier, j'étais en chat sur Le Monde. Je vous invite à regarder les questions qui étaient posées, où c'était évidemment tout le délire des femmes qui exagèrent, qui sont menteuses, etc. Et donc, oui, mais les femmes, elles obtiennent beaucoup en droit. Alors non, les femmes n'obtiennent pas beaucoup devant les procédures. Les procédures sont longues, c'est en moyenne 4-5 ans. Donc ça veut dire qu'on met sa vie en parenthèse pendant 4-5 ans. Ça coûte de l'argent, c'est un coût humain fondamental. Ça conduit souvent à des séparations au sein du couple. Enfin, ça fout le bazar absolument partout. Après les violences, qui ont déjà bien abîmé la vie des personnes. Et que donc, il faut absolument saluer l'engagement de ces femmes et c'est une invitation aussi au fait qu'il faut se saisir du droit et le voir comme, c'est Louise Michel qui disait, le procès c'est un combat et c'est un étendard, et il faut le prendre comme ça. Il faut arriver pour chaque procès à créer un rapport de force qui soit favorable à la victime. Ce rapport de force, ça se fait évidemment avec les avocats et avocates des victimes, et ça se fait aussi grâce aux constitutions de partie civile, les associations. Et ça, je regrette que malheureusement, il y a un peu que la VFT qui se constitue partie civile systématiquement aux côtés des victimes, alors que la constitution de partie civile des associations est extrêmement importante pour créer ce rapport de force, pour médiatiser éventuellement. On sait que le magistrat ne se comporte pas de la même façon quand il voit que les bancs de la presse sont pleins, quand il voit qu'il y a plein de personnes qui viennent en soutien des victimes. Et donc, il faut aussi qu'en tant que citoyens et citoyennes, on prenne l'habitude de se rapprocher des associations pour accompagner les victimes dans les procès. Je salue aussi Linda Velcuriel, qui a été une des précurseuses que je vois, par exemple, dans la lutte contre l'excision et les mutilations génitales d'une façon générale. Et c'est vrai que grâce à elle, autre très bel exemple de comment les féministes se saisissent du droit, c'est parce que Linda a osé mettre en cause les exciseuses et les familles qui excisaient, que cette violence a pu être analysée comme une violence, alors qu'avant, on mettait ça sous des pratiques culturelles, certes un peu dérangeantes, mais quand même, on ne peut rien faire. Donc voilà, je conclus, il faut se battre ensemble. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Zoé Royaux sur ces combats. Ils ont aussi les combats qu'évoquent Catherine et Françoise évoquent aussi, résonnent avec ceux de la force juridique. Et est-ce que comment la force juridique de la Fondation des femmes est-elle l'héritière de ces mouvements féministes, et voilà, est-ce qu'on a besoin d'avocates féministes à nos côtés? Alors, sur la force juridique, bonjour à toutes et à presque tous. Vous êtes au moins 5 garçons.
Alors, sur la force juridique, donc c'est une équipe d'avocates et d'avocats et de juristes bénévoles de la Fondation des femmes. Et l'idée de départ, c'est de se dire toujours qu'il faut utiliser le droit comme une arme, comme un média, pour appliquer nos droits et appliquer la loi qui parfois existe, et plutôt assez bien faite, mais pas forcément appliquée. Alors on a obtenu des victoires avec la force juridique, notamment en 2018, la première condamnation pour injure public à raison du sexe. C'est une loi de 2004 et on obtient en 2018 la première condamnation. Première condamnation aussi en 2019 pour provocation à la haine en raison du sexe. C'était une belle victoire aussi. Et puis on a l'affaire Beaupin, où on a accompagné des femmes, 6 femmes qui étaient victimes de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Elles avaient déposé plainte, c'était prescrit, on le savait. Mais le parquet a quand même mené une enquête, peut-être espérant, en tout cas cherchant des victimes plus récentes. Fait prescrit, classement donc de la part du parquet, mais qui a pris la peine, et c'est le cas maintenant par différentes... c'est une pratique maintenant du parquet, au départ parisien et puis maintenant au niveau national, d'expliquer les classements. Avant, on recevait les victimes recevaient les formulaires avec une case qui était cochée pour le motif du classement, et maintenant il y a quelques phrases qui sont faites sur un courrier et qui expliquent que ça ne veut pas dire que la victime ment, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour, ou ça veut dire que les faits sont prescrits. L'idée de la procureure dans l'affaire Beaupin, c'était d'abord d'expliquer ça aux victimes, bien sûr, mais elles le savaient, mais aussi d'expliquer à Beaupin, ça ne veut pas dire que vous êtes innocent, monsieur, ça veut dire qu'on ne peut pas, y aller, là. Et ça, c'était important. Ça n'a pas empêché cet homme, dans une erreur de stratégie, enfin une erreur des débutants, de déposer plainte pour diffamation contre ces femmes. Donc il leur a offert, et avec Emmanuel Pierrat, et là c'était formidable pour nous, une tribune judiciaire, où elles ont pu expliquer pendant tout un après-midi ce qu'elles avaient enduré de la part de cet homme qui, évidemment, au fur et à mesure de l'audience, était de plus en plus mal à l'aise. Il a été condamné pour une procédure abusive, alors versé 500 € de dommages et intérêts chacune, donc c'est bien, c'est-à-dire que là la justice a tranché comme elle le pouvait, hein, en disant vous êtes de ce côté-là, monsieur, vous êtes trompé de côté, en fait, vous n'êtes pas victime, vous êtes coupable, et elles sont victimes. Donc ça, c'était une belle victoire pour la force juridique. Et puis aussi, on a obtenu, et là d'ailleurs c'est toi, Floriane, vous aviez saisi le CSA contre C8 pour cette formidable émission Touche pas à mon poste, et une agression sexuelle commise en direct sur le plateau, parce qu'on ne recule devant rien. Et le CSA a sanctionné la chaîne, 2 semaines sans publicité, et là c'est beau parce que c'est une perte estimée à 13 millions, et ça évidemment on aime beaucoup. Et le Conseil d'État avait confirmé la sanction, Floriane, n'est-ce pas? Oui. Donc c'était aussi une très belle... La première mondiale, c'est internationale comme victoire, nous dit Anne-Cécile Maillefer, la présidente. Voilà. Donc c'était des beaux combats qui continuent d'ailleurs, et après, là c'est des combats emblématiques, parce que l'idée c'est aussi de saisir les médias et de faire résonner ça, mais au quotidien on assiste, on accompagne des assos et des victimes aussi de violences sexuelles et sexistes. Chaque dossier est important, enfin il n'y a rien qui soit moins emblématique, évidemment. Mais après l'idée c'est aussi... selon les formules consacrées, faire savoir et tout d'un coup pouvoir en parler dans les médias et que ça résonne, et qu'on puisse s'emparer de ces délits-là qui sont parfois trop méconnus. Voilà. Et toi, Zoé, tu te définis comme une avocate féministe? Non. Non, ce n'est pas ça que tu es ici. Non. Ce n'est pas pour ça que tu es ici. Est-ce que tu peux nous parler d'être avocate féministe, qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est important pour les mouvements féministes et les associations d'avoir des avocates à leur côté, et aussi peut-être des rapports justement d'être une avocate, déjà rien qu'une avocate et pas une avocat, au sein de l'ordre, et ces relations interprofessionnelles au sein de la profession du droit, sur le féminisme quand on arrive dans les professions du droit. Alors ça fait beaucoup de sujets. D'abord... je pense qu'on peut peut-être dire qu'être une avocate féministe, ça implique que quand même, ça veut donc dire, j'entends à travers ça que ça veut dire aussi défendre et accompagner les victimes de violences sexuelles et sexistes, ça veut dire d'être formé aussi. On ne s'improvise pas sur ces sujets-là, ça c'est quand même très important. Donc un peu d'humilité aussi, on peut être engagé, mais si on n'est pas formé, c'est plutôt un handicap pour la victime qu'on assiste, il faut quand même le savoir. Et après, je dirais faire de la pédagogie.
pour pallier le manque de formation aux mécanismes des violences sexuelles et sexistes et aux stratégies de l'agresseur que peuvent avoir les actrices et acteurs de terrain de toute la chaîne judiciaire. Alors évidemment, quand on arrive au niveau judiciaire, c'est un peu tard, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un vrai loupé, mais en tous les cas, une formation là, ça veut dire police, gendarmerie et justice. Trop souvent encore, alors c'est pas toujours le cas, mais quand même encore trop souvent, la justice attend des victimes qu'elles soient parfaites. On interrogera évidemment leur comportement et on fait appel, notamment en matière de violence sexuelle, à de la morale. C'est-à-dire qu'on fait rentrer la morale dans les salles d'audience et aussi à ce qu'on appelle le bon sens. Vous savez, on a une expression en droit français qui est censée en elle-même incarner tout ce que doit être la bonne réaction, le bon comportement, et ça s'appelle le bon père de famille. Bon, évidemment, c'est pas complètement transparent. Et donc, on doit se dire comment agirait un bon père de famille, que ferait le bon père de famille. Alors, n'en déplaise à Elisabeth Badinter, il n'y a pas de bon père de famille en matière de viol, en réalité. Hein. Il y a des syndromes neurologiques de protection des victimes. Alors, c'est vrai que la justice, aujourd'hui, est beaucoup plus familière de ce champ lexical médical, l'emprise, la sidération, la victime dissociée, la mémoire traumatique. Ce sont des choses qui, en théorie, résonnent. On peut les plaider sans que les magistrats ou magistrates ou les policiers, gendarmes et policières ne soient étonnés ou distants, si je puis dire. Bon, on n'est pas une musique d'ascenseur. Pour autant, en pratique, on continue à avoir les mauvaises questions. Ce qui démontre bien que voilà, il y a quelque chose là comme ça, il y a ce petit battement qui fait que c'est pas encore compris. On reste encore enfermé dans le mythe du viol parfait, et c'est pas propre aux salles d'audience en réalité, il ne faut pas faire semblant ni au commissariat, hein. Considérant encore qu'un mari violent peut être un bon père, et puis voilà, enfermé dans ce viol parfait. C'est toujours important de mettre les choses en perspective. Jamais on ne dira si vous déposez plainte pour le vol de votre téléphone portable, on ne vous dira pas mais attendez, pourquoi vous avez acheté un téléphone aussi cher ? Et puis qu'est-ce qu'il faisait sur la table de ce restaurant ? Enfin, comment l'auteur pouvait imaginer que vous ne vouliez pas qu'il le vole ? Bon, bien, jamais on vous dira ça. En revanche, en matière de viol, tout de suite on interroge votre comportement, et ça, je sais que la table ronde après y reviendra, et c'est peut-être aussi ça, le rôle de l'avocate et de l'avocat féministe, hein. Je ne désole pas du fait que les hommes peuvent tout à fait aussi être féministes. Être avocate féministe, c'est aussi parler vrai, c'est-à-dire que les salles d'audience, alors ça fait un peu slogan politique, pardon, un peu mauvais, mais ça veut dire que les salles d'audience, et c'est normal, hein, on arrive après les faits, donc c'est souvent assez aseptisé, il n'y a pas de son, pas d'image. Il faut pas et puis la justice est très pudique, elle utilise des mots pour se maintenir à distance, on parle de pénétration pénienne vaginale ou vaginale pénienne, on ne sait pas tellement quelle est la différence, mais pénétration pénienne anale, bref, tous ces mots un peu pudiques pour se maintenir un peu loin d'une sexualité qui certes est imposée, mais qui relève quand même de la sexualité, on n'est pas très à l'aise. Je trouve qu'il ne faut pas hésiter à dire comme ça fait mal quand on n'a pas envie. Pas hésiter à reprendre les bilans médicaux pour dire ce que c'est exactement un viol, ce que ça fait dans le vagin, ce que ça fait dans l'anus. Faut pas hésiter, et aussi sur les expertises psychiatriques et psychologiques, les répercussions que ça peut avoir. Et donc ça veut dire, et le rôle de l'avocate qui peut être un peu formé, c'est aussi pendant la procédure de demander des contre-expertises. Si on considère qu'on n'est pas allé assez loin ou qu'on considère que la victime est un peu dans la fabulation manipulatrice, il ne faut pas hésiter parce qu'après ça reste figé. Dire aussi aux magistrats que la décision qui va être rendue là, c'est une décision qui est quand même très politique. Elle ne concerne pas uniquement celui et celle qui se retrouvent dans la salle d'audience, mais c'est aussi un message qu'on envoie sur dans quoi on vit, c'est quoi nos valeurs en fait. Donc tout n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'après on fait du droit, et ça le droit c'est mathématique, ça fonctionne pas, c'est un autre sujet. En revanche, on ne peut pas tout dire. Il n'y a pas d'inceste joyeux, n'en déplaise à notre garde des Sceaux. Céder ou subir, c'est pas consentir. Un mari violent, c'est pas un bon père. On ne tue pas par amour. Voilà. Déjà, si on peut se mettre d'accord sur 2-3 principes un peu comme ça qui nous font gagner du temps et qui nous évitent de devoir plaider ça, c'est déjà bien. Merci Zoé. Je me dépêche, j'accélère. 10 secondes. Encore 2 choses. C'est aussi, et j'aurais dû commencer par là, c'est aussi savoir accompagner les victimes, ne pas les infantiliser, écouter ce qu'elles ont à dire et leur dire de quoi sera faite la procédure judiciaire. Ça va être long, ça va être douloureux, ça sera probablement un peu injuste. Donc il faut pouvoir les accompagner, écouter leurs paroles, ne pas les culpabiliser en commençant des questions par pourquoi, ça c'est pas notre rôle. Bon. Et les accompagner aussi pour déposer plainte. Depuis Gérald Darmanin, notre ministre,
le ministre de l'Intérieur a pris ce qu'on appelle un télégramme en octobre 2021 pour permettre aux victimes d'être assistées par des avocats et des avocats dès le dépôt de plainte. C'est un progrès, on peut à minima pour ça l'en remercier. Bon. Mais expliquer quand même que la justice n'est pas thérapeutique, et je finirai aussi, en disant que d'être avocate féministe ou avocat féministe, c'est de ne rien laisser passer. Toujours d'être vigilant et vigilante sur les mauvaises questions. Dans les commissariats, faire remonter si ça ne va pas, quand un policier peut dire à une victime « Est-ce que vous avez joui ? Vous avez dit non, mais pas plus. » On dénonce un viol collectif, il nous parle de partouze. Non, ce n'est pas ce champ lexical-là, on n'est pas dans une sexualité consentie, c'est important. Et je finirai avec simplement une anecdote d'une audience où je défendais une femme qui était victime d'agression sexuelle. L'enquête s'était plutôt bien passée. Et les faits étaient contestés très mollement, très très mollement par l'agresseur, de sorte qu'on savait, son avocat et moi, qu'il allait être condamné. Bon, au moment où elle dépose devant une chambre parisienne, c'était il y a 1 an, une chambre qui n'est pas coutumière des affaires de violence sexuelle, l'assesseur, donc ma cliente explique ce qu'elle a subi. Au moment précisément d'en arriver à l'agression sexuelle, elle se met à pleurer. Et l'assesseur lui dit « Arrêtez de pleurnicher, c'est quand même pas un viol. » Bon. Alors évidemment, là, rien ne va, ça c'est sûr. Donc il faut voir quel est l'ordre de priorité. D'abord la victime qui était finalement très très mal, et puis ensuite demander, c'est ce que j'ai fait, à ce que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction qui, à minima, a un peu d'abord d'impartialité et puis un peu de connaissance des mécanismes de base, voire d'humanité. Bon. Et ensuite de préciser, j'ai ensuite saisi le président du tribunal pour l'informer de ce qui s'était passé. Il m'a confirmé avoir convoqué cette magistrate. Bon. Voilà. Mais ça veut dire ça aussi. Donc ça donne un peu chaud quand il faut se lever à ce moment-là, parce que bon, mais ça veut dire ne rien laisser passer. Voilà. Chaque dossier est aussi important que celui de M. Baupin, par exemple. Merci. Merci beaucoup Zoé. Alors, on a vu comme les féministes des mouvements de mobilisation du MLF ont conquis les tribunaux et faisons maintenant un pas où elles exercent désormais. Faisons maintenant un pas de côté elles se sont aussi mobilisées dans les universités. Avec vous, professeur Elena Alver-Garcia. Vous êtes professeur de droit, experte en théorie féministe, et vous avez été la doyenne de l'université de Los Andes en Colombie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces initiatives de conquête du droit et des universités de droit par les féministes en Amérique latine? Merci. Voy a pedir excusas, pero el francés es una lengua muy linda para hablarla mal, entonces voy a hablar en español. Mi presentación es no sobre Me Too, sino sobre un Me Too en Colombia que tiene muchos años anteriores a los eventos que sucedieron en Me Too. Y voy a hablar de lo que se puede hacer dentro de la universidad y dentro de las facultades de Derecho. Desde el año 2005 empezamos por investigando los números. ¿Cuántas de las personas que estudiaban eran mujeres? ¿Qué carreras estudiaban? ¿Cuántas profesoras mujeres había? ¿En qué carreras estaban concentradas? En ese momento, como ahora, había pocas estudiantes en las carreras de ingeniería y ciencias naturales, muchas en psicología, literatura y arte. En derecho, la proporción era más o menos 60% hombres, 40% mujeres, pero actualmente hay un 55% de mujeres y 45% de hombres en la carrera. Las profesoras tenían y tienen niveles bajos de representación en las ingenierías, administración de empresas y ciencias naturales, a excepción de biología. De manera paralela, ¿sí? Ok, better. Alors avant tout, elle s'excusait parce qu'elle va parler en espagnol et pas en français. Elle a dit que c'est une très belle langue, mais que c'est difficile à parler. Et qu'elle va parler de l'histoire d'un MeToo local en Amérique latine avant le MeToo global qu'on connaît toutes et tous. Donc, à l'intérieur de l'université, depuis 2005, maintenant je vais parler comme si j'étais elle. Depuis 2005, nous avons commencé à enquêter sur les chiffres. Combien d'étudiantes étaient des femmes, combien de professeurs étaient des femmes, dans quelle formation elles étaient les plus présentes. Et à cette époque, comme aujourd'hui, il y avait peu d'étudiantes en ingénierie, par exemple,
des sciences naturelles, mais il y en avait beaucoup en psychologie, en art et en littérature. En droit, la proportion était à peu près de 60% d'hommes et 40% de femmes, mais aujourd'hui, il y a 55% de femmes et 45% d'hommes. Les femmes, les professeurs, avaient les niveaux des professeurs présents qui étaient des femmes étaient très, très, très faibles. En unas carreras, ¿no? En ingeniería, bueno. De manera paralela empezamos a investigar cuáles eran los temas que más afectaban a estas mujeres y de esta investigación surgieron los temas de acoso sexual de profesores hacia estudiantes y entre estudiantes. Esto sigue siendo el año 2005. De la misma manera, se encontró que las profesoras mujeres eran juzgadas mucho más exigente por los estudiantes que ocupaban menos cargos en la administración de la universidad y que en ciertas carreras como en ciencias, como en ingeniería y ciencias naturales, estaban menos representadas. Lo más importante tal vez era que a las profesoras mujeres les pagaban entre 30 y 40% menos que a los hombres. En parallèle, nous avons commencé à enquêter aussi sur les problèmes qui touchaient les plus les femmes. Et il y a plusieurs problèmes qui sont ressortis. Par exemple, le harcèlement sexuel des professeurs envers les élèves, mais aussi entre les élèves. De la même manière, on a constaté que les professeurs étaient jugés d'une façon plus exigeante par les élèves que les professeurs. De la même manière, on constate que les femmes, les professeurs, occupent moins de postes dans l'administration universitaire. Et que, surtout dans des formations comme l'ingénierie et les sciences naturelles. Mais surtout, et plus important, il y avait une différence des salaires. Les femmes, en fait, étaient payées 30 à 40% de moins que les hommes. En el año 2012 empezamos una campaña en la Universidad de los Andes, liderada por estudiantes, pero que yo apoyé en mi calidad de decana de la Facultad de Derecho, para hacer conscientes a los y las profesoras, así como a las y los estudiantes, de los comportamientos que no eran aceptables. Esta campaña se llamó No es normal, y a través de talleres se discutían comportamientos o situaciones que molestaban a alumnas y profesoras, pero que no sabían bien cómo clasificar. Desde chistes en el salón de clases sobre la apariencia de las mujeres hasta profesores que invitaban a salir a sus alumnas. El resultado de esta campaña fue el nombramiento de una persona encargada de recibir las quejas y el diseño de un protocolo para tramitarlas. Este protocolo contiene unas reglas para garantizar los derechos de víctimas y acusados. Se han sancionado profesores y estudiantes en su aplicación. En 2012, nous avons lancé une campagne à l'Université des Andes, menée par des étudiants, mais que j'ai soutenue dans ma qualité de doyenne de la faculté de droit, pour sensibiliser les professeurs, femmes et hommes, ainsi que les étudiants aux comportements qui n'étaient pas acceptables. Cette campagne s'intitulait « Ce n'est pas normal » et à travers des ateliers, on évoquait des comportements ou des situations qui dérangeaient les élèves et les professeurs, mais auxquels elles ne savaient pas comment réagir. Par exemple, des blagues sur l'apparence des femmes ou même des professeurs qui invitaient des élèves à sortir. Et le résultat de cette campagne a été la nomination d'une personne qui est chargée de recevoir les plaintes et la conception aussi d'un protocole pour traiter ces plaintes. Ces protocoles contiennent aussi des règles pour garantir les droits des victimes, mais aussi des accusés. Et il y a des professeurs et des élèves qui ont déjà été sanctionnés en conséquence. Ahora voy a hablar al interior de la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho en particular, diseñamos un curso sobre cómo incorporar el género en el aula de clase.
Esta decisión la tomamos luego de debatir si era mejor luchar por un curso obligatorio de género o si por el contrario era importante que los estudiantes y las estudiantes discutieran temas de género en el derecho de propiedad, impuestos, derecho penal, derecho laboral, derecho constitucional, entre otros. Durante varios años dictamos un taller en el que discutíamos casos y temas centrales en cada una de las materias de derecho. Por ejemplo, las políticas públicas que privilegiaban el acceso a la propiedad para mujeres campesinas, el efecto diferenciado de los impuestos, entre otras, los impuestos indirectos a productos sanitarios, el acceso al aborto o la regulación de la violencia doméstica, las dificultades de exigir igual salario para igual trabajo y los avances y retrocesos de la consagración constitucional de la igualdad. El taller terminaba con un conjunto de herramientas para incluir el género en el sílabus de la clase y una lista de lecturas sugeridas. À la faculté de droit en particulier, nous avons conçu un cours sur la façon d'intégrer la question de genre dans la classe. Nous avons pris cette décision après avoir débattu si c'était en fait s'il valait mieux de se battre pour une matière de genre obligatoire ou si au contraire il était mieux et plus important pour les étudiants d'étudier la question de genre, mais de l'aborder dans les différentes matières comme fiscalité, droit pénal, droit au travail, droit du travail, droit constitutionnel, etc. Pendant plusieurs années, nous avons eu un atelier dans lequel nous avons discuté des cas et des thèmes centraux dans chacune de ces matières. Par exemple, les politiques publiques qui privilégiaient l'accès de la propriété pour les femmes paysannes, par exemple, l'effet différencié des impôts, les taxes indirectes sur les produits hygiéniques, l'accès à l'IVG ou même la régulation des violences conjugales. Mais aussi les difficultés à exiger un salaire égal pour un travail égal et les avancées et les régressions de la constitutionnalisation de l'égalité. À la fin de cet atelier, on a donné des outils pour inclure la question de genre dans le programme et une liste de lectures suggérées. Uno de los temas recurrentes en estos talleres era la falta de libros jurídicos que discutieran los temas de género. Como consecuencia, adelantamos una investigación que hizo una encuesta en 20 facultades de Derecho en Colombia que contenía preguntas acerca de la enseñanza de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los cursos de Derecho Constitucional y Derecho Penal. El panorama era desolador. Muy pocos cursos mencionaban estos derechos y los pocos que lo hacían muy superficialmente. L'un des thèmes récurrents de ces ateliers était justement le manque d'ouvrages juridiques qui traitaient la question de genre. Et en conséquence, nous avons mené une enquête auprès de 20 universités, facultés de droit, et contenant des questions sur l'enseignement de droit sexuel et reproductif dans le cadre du cours de droit, du droit constitutionnel et du droit pénal aussi. Et les résultats étaient accablants. Très peu de cours mentionnaient ces droits et les rares qui le faisaient étaient très superficiels. Ils le faisaient d'une façon très superficielle. Más allá de estudiantes y profesoras, como decana me interesé mucho por el bienestar de las personas de apoyo administrativo, madres solteras en su mayoría. Para ayudarlas, logré que se autorizara el trabajo flexible, que en Colombia en el año 2011 no era muy común, permitiéndoles llegar más temprano y salir más temprano, tomar una tarde al mes o más si era necesario para atender temas de salud, de su salud o la de sus hijos. Au-delà des étudiantes et des professeurs, en tant que doyenne, je me suis beaucoup intéressée au bien-être des employés administratifs, principalement des mères célibataires.
Et pour les aider, j'ai réussi à faire autoriser le travail flexible, ce qui n'était pas courant en Colombie en 2011. Ce qui leur a permis d'arriver plus tôt ou même de partir plus tôt, de prendre un après-midi par mois ou plus si nécessaire pour s'occuper de leur santé ou celle de leurs enfants. Por último, voy a hablar de la solidaridad en América Latina. En nuestros intercambios con otras profesoras de la región nos dimos cuenta que muchas sufrían situaciones similares en cuanto a desarrollo profesional, condiciones de trabajo, situaciones de acoso y falta de recursos pedagógicos para transmitir el feminismo legal. Et en Amérique latine, dans nos échanges avec d'autres professeurs de la région, nous nous sommes aperçus que plusieurs subissaient des situations similaires en termes de développement professionnel, des conditions de travail, des situations d'harcèlement et la manque de ressources pédagogiques pour transmettre ce féminisme juridique. Como consecuencia, fundamos la red ALAS en el año 2004. Esta red agrupa profesores de derecho de la mayoría de los países del continente. Hoy en día tiene 76 profesoras afiliadas. La red es un espacio en el que se comparte trabajo académico, sílabos de cursos, conferencias regionales y nacionales, así como investigación en los temas que son fundamentales para las mujeres en América Latina. En este momento estoy editando un libro sobre las causas de la inequidad de las mujeres y que tendrá capítulos que explorarán temas de tierras en Puerto Rico, República Dominicana y Haití, el régimen patrimonial en Argentina y Uruguay, política social y trabajo de cuidado en Chile y Argentina, políticas de cuidado en Colombia, Ecuador y Perú, las mujeres migrantes de El Salvador y Guatemala, y mujeres indígenas y medio ambiente en Brasil, Colombia y Ecuador. Quiero terminar acá y darle las gracias a mi traductora, a Yelén, que ha hecho un trabajo extraordinario y yo no podría estar aquí sentada sin ella. En conséquence, nous avons fondé le réseau Red ALAS en 2004, qui est un réseau qui regroupe des professeurs de droit de la plupart des pays du continent. Elle compte aujourd'hui 76 professeurs affiliés et c'est un espace de partage des travaux universitaires, des programmes, des conférences régionales et nationales, ainsi que de recherches sur des questions fondamentales pour les femmes de l'Amérique latine. Je suis actuellement en train d'écrire un livre qui parlera sur les causes de l'inégalité des femmes et qui contiendra des chapitres qui vont explorer les problèmes fonciers à Puerto Rico, en République dominicaine et en Haïti, le régime patrimonial en Argentine et en Uruguay. La politique sociale et le travail des aides-soignantes au Chili et en Argentine, les politiques de santé en Colombie, en Équateur et au Pérou, et les femmes migrantes d'El Salvador, du Guatemala, mais aussi les femmes autochtones et l'environnement au Brésil, en Colombie et en Équateur. Merci. Et puis elle m'a remerciée pour l'aider. Merci. Merci à toutes les deux. Il nous reste quelques minutes pour quelques questions, une ou deux questions de la salle s'il y en a. Sinon, moi j'en aurais une. Oui, il reste 5 minutes. Très bien, c'est moi qui vais poser la question. Alors, est-ce que peut-être Catherine, Zoé ou Françoise, est-ce que vous pourriez parler? Est-ce que vous avez une idée des combats qui nous restent à mener? Ce sera une introduction pour la table ronde suivante. Non, mais une évocation. Enseigner la critique féministe du droit dans toutes les universités de droit, former tous les magistrats et
Et l'ENM de façon beaucoup plus sérieuse qu'ils ne le sont sur ces questions-là. Modifier, donc reprendre tout le volet violence sexuelle, je le disais tout à l'heure, mais je veux le redire, majeur, mineur, introduire notamment une définition du consentement positif dans la définition du viol et des agressions sexuelles d'une façon générale. Bon voilà, c'est déjà pas mal. Zoé. Alors moi je dirais formation aussi. J'avais participé avec le groupe d'experts du Conseil de l'Europe en 2018 à l'évaluation de la France. On a fait des recommandations en 2019. La France a un petit délai jusqu'en 2023 pour nous dire où ça en est. Et notamment la première, c'était formation de tous les professionnels de la chaîne judiciaire, en ce compris les médecins. C'est aussi, en matière de violence sexuelle, adapter la législation, notamment sur la définition du viol et les pratiques judiciaires, moins de correctionnalisation, avoir une réponse judiciaire adaptée pour les victimes, et plus largement, et j'en ai terminé, sur les violences, d'entendre les victimes, continuer à les encourager à signaler les violences, apporter une réponse qui soit adaptée et un suivi et une prise en charge des victimes. Voilà. Donc c'est quand même un programme déjà un peu dense. Hein. Un dernier mot. Non, moi, j'ai rien de plus à ajouter. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Hein? Je prends ton temps, du coup. D'accord, vas-y. Non, une dernière chose, enfin pas une dernière, mais dans tous les cas aussi quelque chose qui me paraît important stratégiquement, c'est quand il y a des défaillances du service public de la justice, attaquons l'État systématiquement. Il y a un moment, ça suffit d'entendre ces récits de femmes qui sont maltraitées pendant des années par le service public de la justice. Nous sommes citoyens et citoyennes, accompagnons, faisons des cagnottes pour soutenir les avocats et avocates qui représenteront les victimes de cette défaillance, de façon à ce que l'État ait à répondre de ces défaillances. Merci à toutes les quatre et merci à Yann pour la traduction, pour vos interventions passionnantes. Et donc on vous donne rendez-vous à 13h pour la seconde table ronde qui portera sur MeToo ou la révolte des femmes contre l'impunité.